Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens en partenariat avec le quotidien La Croix, Radio Notre-Dame et le réseau des radios chrétiennes en France, RCF. Aujourd'hui, notre invité est le président socialiste de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Urvoas. Jean-Jacques Urvoas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes également élu du Finistère depuis 2007, c'est bien ça? Absolument. Voilà, et vous êtes également un spécialiste des questions de sécurité et de renseignement. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix, par Romain Mazenot pour RCF. Bonjour. Et par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Alors, une toute première question, Jean-Jacques Urvoas. Le président de la République a décidé de recadrer la communication gouvernementale. Il l'a fait de façon très très précise. Avez-vous dû demander à l'hôtel Matignon l'autorisation de venir sur le plateau de Face aux chrétiens? Non, parce que ça concerne l'exécutif et que je suis attaché à la séparation des pouvoirs. Donc vous-même, vous êtes libre de vos propos? Jusqu'à preuve du contraire, ça n'engage que moi. Très bien. Une première question vous est posée par Corinne Laurent pour La Croix. Bien, dans cet esprit, est-ce que le désordre au sommet de l'État, c'est selon vous un manque d'autorité de François Hollande ou une stratégie de sa part? D'abord, je constate que vu le vaste travail engagé, c'est normal qu'il y ait une multitude de sujets qui soient traités. Et quand il y a une multitude de sujets, il n'est pas inimaginable qu'il puisse y avoir ici ou là ce qu'on peut interpréter comme étant des couacs ou des cafouillages, en tout cas ce que vous baptisez comme tel. Moi, je veux plutôt y voir le sentiment que cette majorité a envie de travailler et que chacun y met le meilleur de lui-même. Et que donc on ne joue pas le travestissement. Alors c'est vrai que ça donne le sentiment parfois d'avoir une multiplicité de sujets, mais c'est pas anormal. Moi j'ai regardé avant de venir à l'émission, ça fait à peu près 1 an maintenant que l'Assemblée travaille. La commission que j'ai le privilège de présider, elle a traité 41 textes. 41 textes. Et bien justement... Malheureusement, oui, c'est trop. Nous en sommes d'ailleurs tous coupables parce que non seulement on vote beaucoup de textes, mais en plus on rallonge les textes. Nos textes gagnent des articles quasiment chaque année. Mais en même temps, il y a tellement d'urgence. Vous savez, on est arrivé, on a eu à traiter des questions aussi difficiles que le harcèlement sexuel, la lutte contre le terrorisme, pour finir hier soir sur la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vrai que ça fait une variété de sujets. Comme il y a une variété de sujets, il y a une variété d'entrées pour discuter de ces sujets. Et comme nous avons plein de personnalités pétaradantes, eh bien, il peut arriver qu'il y ait des éclats. Alors nous aussi, nous avons une très grande variété de sujets. Romain Mazenot, RCF. Alors, quand même, pour rester sur cette affaire des Roms, François Hollande a fait un rappel à l'ordre, mais il n'a pas pris position sur le fond entre Manuel Valls et Cécile Duflot. Est-ce que vous êtes d'accord avec Manuel Valls quand il dit que la majorité des Roms ne souhaitent pas s'intégrer et qu'ils ont vocation à retourner en Roumanie ou en Bulgarie? Je rappelle que vous êtes élu du Finistère. Absolument. C'est un sujet qui mérite qu'il soit précisé, parce que je ne sais, à dire vrai, pas de quoi vraiment on parle. Si la question c'est est-ce qu'une population peut s'intégrer en France, la réponse est évidemment oui. Tout le monde a vocation à s'intégrer en France. Et donc moi, je n'ai pas d'observation à faire là-dessus. Je n'ai pas le sentiment que Manuel Valls ait dit autre chose que cela. Ensuite, si on parle de la question des Roms, stricto sensu, c'est un sujet que je méconnais totalement. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a beaucoup de responsables publics qui s'expriment sur ce sujet et qui ne connaissent pas nécessairement la réalité. D'ailleurs, comme j'ai la chance de présider dans la Fondation Jean Jaurès un observatoire qui s'intéresse aux questions de droit et de justice, je vais organiser un séminaire de droit européen, de regard européen, le 24 octobre à l'Assemblée nationale, pour qu'on nous explique comment cette situation est étudiée, traitée dans les autres pays de l'Union européenne. Et puis s'il y a un troisième sujet, si on parle des sujets de délinquance, moi, ce qui m'intéresse, c'est de combattre les délinquants, qu'ils soient verts, bleus, noirs ou rouges. Donc je trouve quelle que soit leur origine. Évidemment. Moi, quelqu'un est un délinquant ou il n'est pas un délinquant. Je me fiche de savoir d'où vient ce délinquant. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il vient d'enfreindre la loi et donc on doit à ce titre le combattre. Donc j'ai l'impression que là, il y a beaucoup de confusion, parce qu'il y a plein de sujets qui sont mêlés en même temps, et ça fait quelque chose qui, au final, où il n'y a que des perdants. Et en tout cas, l'esprit public. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, on sait que vous êtes un proche de M. Valls, et donc vous venez de le confirmer. Il y a eu une algarade entre M. Valls et Mme Duflot sur le sujet des Roms. Est-ce que vous trouvez, il ne se passe pas maintenant 15 jours sans qu'il n'y ait pas un psychodrame avec les Verts. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'exécutif que vous soutenez est trop gentil avec les Verts? D'abord, le Parti socialiste n'est pas toute la gauche. Et donc l'idée que nous pourrions, à nous tout seuls, représenter tous ceux qui ont voté François Hollande serait une hérésie. Moi, je connais bien les Verts. Il y a, dans la circonscription dont j'ai la chance d'être l'élu, il y a des élus Verts depuis 1977. Ce sont des partenaires. Donc, il y a des négociations. Et puis, comme je fais référence à un passé, il y a très longtemps, c'était en 1975, il y avait un vieux dirigeant communiste qui s'appelait Étienne Fajon, qui avait écrit un article, un livre qui s'appelait « L'union est un combat ».
actualiser aujourd'hui, nos partenaires sont difficiles. Je ne suis pas certain qu'ils considèrent que nous soyons non plus très dociles. Le tout, c'est que nous ne franchissions pas des lignes qui nous paraissent essentielles. Dans une municipalité, comme au gouvernement ou au Parlement, c'est le vote du budget. Corinne Laurent-Lacroix. Oui, observons le fonctionnement du quinquennat. François Hollande célèbre aujourd'hui le 55e anniversaire de la Constitution à l'invitation du président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. Est-ce que le texte fondateur de nos institutions, au fond, est encore aujourd'hui adapté, en phase avec l'évolution de la société? Et puis, deuxième sous-question, est-ce que le Parlement est assez valorisé dans ces institutions? Alors, deux types de réponses. La première, Guy Carcassonne, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, avait cette phrase dont je trouve qu'elle est absolument pertinente. Le Parlement n'a pas besoin de pouvoirs supplémentaires, il a besoin de parlementaires pour les exercer. Donc je ne suis pas de ceux qui demandent des pouvoirs supplémentaires pour le Parlement parce que je crois que nous n'utilisons pas tous nos pouvoirs. Est-ce que la Ve République a une constitution qui est formidable? La réponse est non. Est-ce qu'elle est efficace? La réponse est oui. Et donc je suis de ceux qui pourraient penser qu'elle pourrait durer pour l'éternité parce qu'elle est incroyablement flexible. Elle a quand même accepté des choses que le général de Gaulle n'imaginait pas quand cela a été écrit. La cohabitation. La cohabitation, la gauche. La gauche, quand on relit évidemment l'alternance, des minorités qui se retrouvent. Enfin oui, l'alternance, vous venez de le dire. Moi, on vient d'inventer, là, et rendons grâce à Nicolas Sarkozy, la question prioritaire de constitutionnalité. Vous rendez grâce à Nicolas Sarkozy? Bien sûr, oui. Je trouve d'abord sur une chaîne face aux chrétiens, c'est normal. Oui. Et ensuite, il faut reconnaître qu'il a fait. Mais j'ai assez Enfin, c'est un exercice assez rare chez moi parce que je ne trouve pas qu'il ait fait grand-chose de bien. Donc vous voyez, il ne faut pas croire que je vais me lancer dans un panégyrique. Mais la question prioritaire de constitutionnalité est un vrai progrès pour les libertés. Il faut maintenant d'ailleurs en tirer les conséquences sur le Conseil constitutionnel, puisque je crois que le Conseil constitutionnel est devenu une cour constitutionnelle et qu'à ce titre, les membres de droit, qui sont les anciens présidents de la République, n'y ont plus leur place. Romain Masneau, RCF. Alors, le Front National est en pleine progression, on le voit dans les sondages, on l'a vu lors d'élections locales, lors d'élections partielles ces derniers mois. Est-ce qu'on ne va pas vers un tripartisme de la vie politique, PS, UMP, Front National? Est-ce que vous constatez cette progression en Bretagne dont vous êtes l'élu? Alors, je ne peux pas la constater puisqu'on ne constate que des faits. Je crains une progression dans une région qui jusque-là était réticente. Ce qui m'inquiète d'ailleurs à dire vrai, c'est pas tant ce que je lis que le rapprochement que je constate entre le Front National et quelques membres de l'UMP. Mais il y a aussi des électeurs de gauche qui disent qu'ils vont voter Front National. Oui, alors dans ma région, c'est quand même infinitésimal. Hein. J'en ai pas rencontré. Mais je vois, moi, des électeurs radicalisés, parce qu'il m'arrive évidemment de ne pas rester que dans le Finistère. J'essaie de répondre à des invitations puis de me déplacer pour mon travail de contrôleur de l'exécutif. Je vois des électeurs radicalisés face à la gauche, et donc du coup, ils cherchent une réponse politique. Je vois des élus plutôt conservateurs assez déboussolés. Je vois des barrières idéologiques qui me paraissent démantelées. Et tout ça fait qu'on peut craindre une union qui, pour le moment, est en pointillé, qui se retrouverait confirmée au moment des municipales. Je pense qu'il y a une difficulté aujourd'hui, je ne sais pas si on va vers un tripartisme, mais il y a dans ce jeu de rôle entre le Front National et une partie de l'UMP quelque chose que je crois assez grave, parce que je trouve que l'UMP est aujourd'hui une formation fragile. Elle est sans orientation claire, sans chef incontesté. Et donc, quand il y a deux forces comme ça qui se concurrencent, eh ben, il y a la dynamique d'un côté et l'inquiétude de l'autre. Alors, on nous dit souvent, à l'époque du programme commun, vous avez travaillé avec le PC, il n'y a donc pas de raison que nous, l'UMP, nous ne travaillions pas avec le Front National. Le problème, c'est qu'au moment de l'union de la gauche, la force en progression, c'était le Parti socialiste, avec un chef, avec une idéologie. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que dans cette confrontation Front National-UMP, la dynamique est du côté du Front National, ce que je crois inquiétant, et je trouve que l'UMP est très fragile. Et le Front National peut être devant le PS aux européennes, par exemple? Il y a plusieurs sondages qui vont dans ce sens, qui laissent penser que ce serait possible. Moi, je ne le crois pas. C'est d'abord difficile aujourd'hui d'avoir un avis. C'est donc une conviction, parce qu'une campagne électorale, ça se mène. Pour le moment, nous n'avons pas engagé, nous ne connaissons pas les candidats. Il y a des vrais sujets. Si nous faisons... C'est d'ailleurs un vrai regret. Moi, je suis un Européen, et en même temps, aujourd'hui, je vois bien que j'ai du mal à trouver des arguments pour défendre l'Europe.
l'Europe, c'était une idée. Il n'y a plus de voix européenne en France. Qui aujourd'hui défend une Europe qui soit autre chose qu'une Europe boutiquière, qui défende des intérêts, qui parle de réglementer la vie quotidienne sans s'intéresser aux grands sujets sur lesquels on a besoin de régulation. Donc il peut y avoir, il y a des sujets européens qui peuvent m'amener à voter Front National. Je vois dans ma région, c'est un fait, quand il y a l'industrie agroalimentaire est en ce moment attaquée de manière extrêmement durement, l'Union européenne n'y est pas pour rien, et donc il faut à nous, mais ça c'est aux socialistes, de proposer une solution. Alain Baron, Radio Notre-Dame. D'un autre côté, on assiste en ce moment à un regroupement des centres, c'est-à-dire entre M. Borloo et M. Bayrou, qui était à votre place il y a 15 jours. Comment vous analysez ce regroupement? Est-ce que vous le craignez? Est-ce que c'est une nouvelle forme de droite, Jean-Jacques Urvoas? Alors, moi je fais attention à là encore du sujet. Le centre est une sensibilité politique qui existe en France. Je la connais en Bretagne. Une partie d'ailleurs de ceux qui avaient pu voter au présidentiel pour le candidat centriste ont sans doute voté pour votre serviteur, puisque j'avais atteint des niveaux qui étaient rarement atteints par des élus socialistes en Bretagne. Donc il y a une sensibilité. Ce qui est de la trajectoire personnelle de François Bayrou me paraît différent. Je crois qu'il y a là une part d'opportunisme pour François Bayrou, qui est à la recherche d'un mandat européen, peut-être municipal, à Pau. Et donc, il donne un peu raison à François Mitterrand, qui disait le centre, il n'est ni de droite, ni de droite. Ni de gauche, ni de gauche, pardon, excusez-moi. Ni de gauche, ni de gauche. Ni de gauche, ni de gauche, on vous a bien compris. De droite et de droite. Corinne Laurent-Lacroix. Oui, juste pour revenir sur le sujet du Front National, Marine Le Pen conteste l'étiquette d'extrême droite à coller au Front National. Donc, est-ce que vous ne craignez pas au Parti Socialiste une banalisation de ce parti? Puis, par ailleurs, le Parti Socialiste en a fait finalement un sujet de premier plan. C'était le cas à son université d'été. Il va y avoir un forum samedi contre les extrémismes. Est-ce que c'est la bonne méthode, comme ça, de monter un sujet en première ligne? La bonne méthode, c'est l'action. Vous savez, le Front National, que soit on s'y allie, et je crois que pour l'UMP, c'est une tentation irrésistible, soit on le combat. Et c'est le choix du Parti Socialiste. Ça ne se combat d'ailleurs pas que par le Parti Socialiste, mais par l'action gouvernementale. Et donc je ne sais pas si nous priorisons cela, mais nous avons des réponses sociales, nous avons des réponses économiques à faire, parce que pour le coup, Ségolène Royal disait qu'il faut faire la politique par la preuve. Eh bien nous combattrons le Front National par la preuve de notre action. Est-ce que c'est ça, Jean-Jacques Urvoas, que vous dites à vos électeurs socialistes bretons qui pourraient être tentés par un phénomène de ras-le-bol ou d'inquiétude généralisée ou de crainte pour leur emploi, qui pourraient être tentés de voter Front National? Qu'est-ce que vous leur dites? D'abord, je leur dis que le vote n'est pas un défouloir. Le vote est un acte raisonné dans lequel on veut commencer à construire quelque chose. Et donc moi, je suis là pour essayer de dire quelle est l'alternative. Le Front National n'est pas connu. Le Front National, son programme est ignoré. Le Front National est aujourd'hui simplement un refus. C'est un cri. On peut entendre le cri, mais le cri, on y répond justement par une action. Corinne Laurent-Lacroix. Une question qu'on n'a pas abordée sur les institutions, le cumul des mandats. C'est une réforme qui se fait dans la douleur. Les sénateurs ont voté le texte, mais ils se sont exclus du dispositif. Et je voulais savoir si c'était politiquement et constitutionnellement acceptable. Et puis, deuxième question, est-ce que le Sénat, finalement, a toujours une utilité? Il faut rappeler que vous-même, Jean-Jacques Urvoas, vous n'êtes pas cumulard. Si non, alors je veux dire, je suis un croyant et un pratiquant. C'est-à-dire, expliquez-nous. Quand j'ai été élu en 2007, j'étais conseiller régional de Bretagne et j'ai démissionné tout de suite pour n'être que... Naturellement. Oui, parce que d'abord, je trouve que c'est cohérent et qu'il faut le faire tout de suite, parce qu'après, le confort, c'est de rester et de dire qu'on a besoin de ceci et besoin de cela. Moi, depuis 6 ans maintenant, je suis un mandat unique, c'est-à-dire je n'ai pas d'activité professionnelle, j'étais universitaire, je ne suis que parlementaire. Pendant 5 ans, j'ai mené une activité de parlementaire en étant strictement cohérent avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai expliqué aux électeurs de la circonscription qu'ils avaient élu un parlementaire qui avait vocation à faire la loi. Donc je fais la loi. Je suis dans ma circonscription, mais je ne vais pas à toutes les invitations si j'estime que ce n'est pas la place d'un parlementaire. Quand je rencontre une association qui m'invite, je leur dis « je veux bien venir à votre assemblée générale, mais de quel sujet législatif voulez-vous que l'on parle ?» Et quand on me dit « mais non, mais c'est pas pour parler, c'est pour... voilà, vous êtes un élu, il faut venir », je dis « non, moi je suis là pour parler de la loi ». On m'a crié casse-cou pendant 5 ans. Y compris d'ailleurs un certain nombre de mes collègues. Je me souviens d'une discussion avec le président du Conseil constitutionnel qui me regardait un petit peu étonné sur ma manière de voir mon mandat. Et c'est vrai que c'était un risque. La sanction est venue au moment de la réélection et j'ai l'infini plaisir de voir qu'il m'a manqué 200 voix pour ne pas être élu au premier tour.
Je crois que les électeurs ne se trompent pas d'élection. Aujourd'hui, les parlementaires, députés et sénateurs sont là pour faire la loi. Alors, le Sénat a choisi le pire des chemins. Celui qui consiste à dire « la règle est formidable, sauf pour moi ». Cela veut donc dire que pour un certain nombre de sénateurs, d'ailleurs pas la majorité des sénateurs socialistes, qui ont voté contre le cumul des mandats. Donc on ne le dit pas suffisamment. On a beaucoup entendu des socialistes sénateurs dire qu'ils étaient pour le cumul, mais la réalité c'est qu'ils ont voté contre. Bien. Eh bien, les sénateurs nous disent « nous représentons les collectivités ». Cela veut donc dire qu'ils ne seront plus demain saisis que des textes concernant les collectivités. Je crois que ça serait une dégradation du rôle du Sénat. Moi, je crois que le Sénat est une assemblée de plein exercice qui représente la nation à travers les collectivités. Donc que les sénateurs mesurent bien ce qu'ils sont en train de construire. Pour ma part, je suis plus attaché à la voix de Jean-Pierre Bel, sénateur à mandat unique, et président qui du Sénat. dit que le Sénat est une assemblée pleine. Donc nous verrons, nous avons une commission mixte paritaire le 9 octobre. Je crains qu'elle ne dure pas très longtemps. Et puis l'Assemblée, sans doute au début novembre ou mi-novembre, rétablira le texte tel que le Président de la République l'a souhaité. Romain Mazneau, une dernière question avant de marquer la pause. Pourquoi va reporter à l'après-municipal l'examen au Parlement de la réforme pénale? Est-ce que c'est vraiment l'encombrement législatif dont vous parliez tout à l'heure, ou est-ce que vous craignez d'être taxé de laxisme à l'approche des élections? Christine Taubira semble très en colère, Jean-Jacques Urvoas. Oui, le Parlement a ses contraintes qu'il faut que l'exécutif comprenne. Quand ça relève de la commission que j'ai le privilège de présider, quand nous avons eu une réunion de travail au mois de septembre avec le ministre des Relations avec le Parlement, techniquement, je n'ai pas de place avant le 28 février. C'est plein. Ouais. Mais même il n'y a pas que pour ce texte-là. Mais c'est un sujet politique fort, phare pour mais bien sûr, mais il y a plein d'autres textes. Ouais. Il y a un texte qui concerne votre corporation, qui est la protection des sources des journalistes, sur lesquels nous avons désigné un rapporteur depuis déjà plusieurs mois. Eh bien, nous ne pouvons pas le traiter avant le mois d'avril, probablement. Donc, on est obligé, sauf à considérer que c'est un sujet tel qu'on va le traiter tout de suite, mais en procédure accélérée, c'est-à-dire sans les lectures successives de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et pour le coup, je m'y suis fondamentalement opposé. Je suis de ceux qui ne trouvent pas la procédure accélérée comme étant une procédure normale. Elle doit être exceptionnelle. Nous la mettre sur tous les textes, c'est refuser le travail du Parlement. Vu que ce texte est compliqué, vu qu'il y a beaucoup de choses dedans, que nous allons avoir un rapporteur, qui est un député de Loire-Atlantique, qui est un avocat pénaliste, Dominique Grimbourg. Moi, je souhaite qu'il puisse avoir le temps nécessaire pour organiser ce que l'exécutif n'a pas su faire, c'est-à-dire le dialogue entre les policiers et les gendarmes d'un côté et les magistrats de l'autre. L'exécutif, la ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, a traité avec soit l'un, soit l'autre. Nous souhaitons que cette réforme pénale puisse être vue par les deux utilisateurs. Ce qui est un paradoxe, pardon de le dire aussi simplement que cela. Mais voilà deux services publics. La police d'un côté, je caricature, police-gendarmerie, la justice de l'autre. Ils ont le même outil, le code pénal, le code de procédure pénale. Ils ont la même ambition, assurer la protection des biens et des personnes. Et les deux, pendant des années, se sont regardés comme ça en chien de faïence, voire parfois dans des relations assez hystériques, au détriment de l'efficacité. Notre travail, c'est de les amener à regarder dans le même sens, mais ça ne pourra se faire que s'ils discutent. Pourquoi à l'Assemblée, ils discuteront. N'y est pas parvenu. C'est de la faute à qui? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a des... Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des logiques administratives propres à chaque institution. Christiane Taubira était dans la chancellerie, Manuel Valls est à la place Beauvau, les uns et les autres ont des organisations syndicales qui sont puissantes, qui défendent les mandants, et ils ont des logiques. Pour les policiers, il peut arriver que les gendarmes soient parfois laxistes. Pour les gendarmes, il peut arriver que les policiers prennent un peu leur liberté avec les droits individuels. Bon, ça, ce sont les cultures des deux institutions. Et la noblesse de ces deux ministres est d'avoir justement essayé de contraindre les deux administrations à se parler. Ils n'y sont pas totalement arrivés. Nous allons reprendre ce chantier parce que le rôle nous du cherchons. Parlement. Bien sûr. D'abord, c'est étymologiquement l'endroit où on se parle. Bon, eh bien, nous allons voir. Il y a en plus quelque chose qui est assez inhabituel. Il y a une intersyndicale magistrat policier qui s'est exprimé sur la réforme pénale, dans lequel il y a l'USM, principal syndicat de magistrats, mais aussi le syndicat des commissaires, le principal syndicat des officiers, le syndicat de la sécurité intérieure et des syndicats de gardiens. Eh bien, nous allons les inviter ensemble. Et c'est avec eux que nous discuterons concrètement des modalités qui sont destinées à faire que la sanction soit juste et proportionnée. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens et nous nous retrouvons dans un court instant. Vous restez avec nous. À tout de suite.
Retour sur le plateau de KTO pour Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui, le président socialiste de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Urvoas. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui ouvre le feu de cette deuxième partie de Face aux Chrétiens. Sur le travail, le dimanche, le gouvernement, après la fronde des magasins de bricolage, a nommé une mission, a missionné Jean-Paul Bailly, l'ancien patron de La Poste. Comment on peut à la fois réaffirmer le principe du repos dominical, comme semble le vouloir le gouvernement, et en même temps apporter de la clarification dans ce fouillis qui paraît assez incompréhensible aujourd'hui. Est-ce que vous avez des propositions pour un choc de simplification aussi à ce niveau-là? Jean-Jacques Urvoas. D'abord, je vois combien le temps s'accélère, parce que quand le gouvernement confie à l'ancien patron de La Poste, Bailly, une mission de 2 mois, on lit, il botte en touche. 2 mois de réflexion pour un sujet comme ça. Enfin, pardon. Un sujet très chaud. Bah oui. Ouais. Bah, moi, d'abord, je considère que le travail dominical, ça doit être une exception. Enfin, le repos dominical, c'est un bien commun. Je vois pas en quoi. Enfin, j'ai jamais compris en quoi le fait. Vous parlez comme l'Église, là, Jean-Jacques Urvoas. Ah bah, je sais pas comment, mais en tout cas, je parle avec mes convictions. Ouais. Je ne vois pas en quoi le fait d'ouvrir un magasin le dimanche va augmenter le pouvoir d'achat. En tout cas, ça augmente le chiffre d'affaires, c'est ce que nous disent. Oui, mais le pouvoir d'achat, si j'ai dépensé mon argent le samedi, c'est pas parce que le magasin va être ouvert le dimanche que je vais avoir à nouveau de l'argent pour y aller. Il peut y avoir des magasins, moi je vais acheter mon pain le dimanche et acheter mes journaux le dimanche, c'est la seule chose. Et ça ne créerait pas d'emploi, ça c'est un faux argument. Mais je sais pas, honnêtement, je sais pas ça. Je trouve qu'on pourrait aussi décider qu'on ouvre les magasins toute la nuit, parce qu'il y a aussi des insomniaques et qu'ils pourraient faire leurs courses à 4 h du matin. Moi, je pense que la société, d'abord, elle doit avoir d'autres valeurs que l'argent. Ensuite, que dans mon rôle de législateur, je suis là pour créer des cadres. Bon, aujourd'hui, il y a un cadre qui est compliqué à lire, dont acte. Bien, je vois, y compris dans ma circonscription, des fleuristes qui disent, écoutez, moi, le dimanche, bon, je peux comprendre tout ça. Il y a d'ailleurs aujourd'hui une possibilité de les ouvrir. J'ai toujours un peu de prudence, pour ne pas dire de méfiance, sur la question du volontariat. Ça, quand on est salarié, avec un salaire qui n'est pas très important, et que vous avez l'employeur qui vient gentiment vous dire « tu ne serais pas volontaire dimanche », en gagnant 2 fois plus. Oui, je ne suis pas certain que spontanément il ait la liberté de son choix. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent médiatiquement, les salariés. Oui, j'imagine que si vous disiez l'inverse, ils sont sûrs d'avoir leur emploi. Ça s'appelle être des fonctionnaires dans ce cas-là. Bon. Moi, je ne crois pas pertinent l'ouverture du travail le dimanche. Je pense que le pouvoir d'achat n'est pas extensible et qu'il faut des repères et que si M. Bailly contribue à clarifier les choses, je pense que ce n'est pas un sujet national en plus. Je pense que partout, on n'a pas la même appétit pour aller. Moi, on a autre chose à faire le dimanche qu'aller dans les galeries commerciales. Pourtant, il y a beaucoup de monde dans les galeries commerciales. Non, mais je voudrais dire que c'est sûr que si on y va la nuit, si on ouvre le dimanche, les magasins la nuit, d'ailleurs, regardez les casinos à Las Vegas, ils sont ouverts tout le temps. Il y a plein de monde tout le temps. On va y penser, voilà. Non, voilà, moi je signe pas ça. D'accord. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Il y a autre chose qui pèse sur le pouvoir d'achat, c'est les prélèvements obligatoires, c'est les impôts. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les tarifs publics qui augmentent. Il y a le timbre, la redevance télévision, la SNCF. Est-ce que vous sentez ce ras-le-bol de vos électeurs qui sont confrontés? Ça, c'est au quotidien, ça c'est du réel. On a toujours entendu des électeurs qui vous disent que tout est trop cher. On l'a entendu au moment du passage à l'euro. Il est rare de rencontrer quelqu'un qui vous dit « je suis content parce qu'en ce moment, le prix de l'essence est le plus bas qu'il a été depuis longtemps. » Pourtant, ce qui est pourtant le cas. Ce qui est pourtant le cas. Mais j'entends personne me dire « quand je suis allé à la pompe ce matin, je n'ai pas trouvé que c'était cher. » On trouve toujours trop cher. La question, c'est quelle est l'utilisation de l'argent public? Et moi, j'ai la chance d'être dans une région où on peut avoir ce débat de manière raisonnée et apaisée. À quoi sert l'impôt? L'impôt, ce n'est pas une punition. L'impôt, ça a une utilité. Et je suis, comme beaucoup, quelqu'un qui est partisan de la réhabilitation de l'impôt. Ce n'est pas une spoliation, l'impôt. Simplement, il faut qu'il soit juste. Et donc, je trouve que plutôt que de s'intéresser à des mesures comme ça, ponctuelles ou saupoudrées, nous nous honorions de lancer une vraie réforme fiscale. Parce qu'on le dit toujours. Pourquoi on ne le fait pas alors? Parce que je crois que c'est compliqué. Et vous savez... on a changé le mariage, pourquoi on ne changerait pas la fiscalité? Oui, on pourrait. On devrait. Et on devrait, évidemment. Vous savez, il y a des choses toutes bêtes. La revalorisation des bases locatives. Bon, ça n'a pas bougé depuis les années 70. C'est la base sur laquelle nous payons la taxe d'habitation, voilà, les impôts locaux. Etc. Qui imagine que la valeur des terrains en 2013 est la même que celle qu'il y avait en 1970? Elle a grimpé. Et elle a grimpé, et parfois elle s'est dégradée. Il y a des centres-villes qui ne sont plus ce qu'ils étaient, il y a des périphéries qui sont plus valorisantes qu'elles l'étaient. Donc,
on n'arrive pas à se lancer dans ce chantier parce qu'on regarde toujours où c'est la balance, qui va gagner, qui va perdre. Comme on sait à peu près qui va gagner, on ne sait pas qui va perdre. Et donc on craint que ça soit totalement déséquilibré. On ne le lance pas. Mais ce sont des mesures. Il y a Saint François de Sales disait... Bonne référence, patron des journalistes. Je vous remercie. Le bien ne fait pas de bruit et ce qui fait du bruit ne fait pas de bien. Vous êtes sûr que c'est Saint François de Sales? Oui. Bon, très bien. Corinne Laurent-Lacroix. On évoque la question du pouvoir d'achat. Est-ce que le gouvernement devrait accéder aux demandes de certains parlementaires socialistes de faire des gestes supplémentaires en ce sens et peut-être sur la déduction dont bénéficient certaines familles pour les enfants scolarisés dans l'enseignement secondaire et supérieur? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Les familles ne sont pas matraquées, Jean-Jacques Urvoas. Est-ce qu'il ne faut pas revenir là-dessus? À cette question simple, la réponse est non. Pas les familles. Il y a un certain nombre de contribuables à qui on demande des efforts, et puis il y en a d'autres sur lesquels ils vont avoir un bénéfice d'un certain nombre d'allègements. Mais moi, le budget, je ne le prends pas comme étant un supermarché, justement, où je prends quelque chose, là, je le mets dans mon caddie, et puis non, c'est un équilibre. Je vois le débat sur la baisse de la TVA. Il y a un taux qui est à 5,5, on dit on va le baisser à 5. Il y a un certain nombre de mes collègues qui disent ça ne sera pas visible, donc ne le faisons pas. Ça coûte quand même 750 millions d'euros, cette histoire. Bon, donc si on décide de se priver de 550 millions d'euros, on les compense par quoi? Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des mesures qu'on aimerait bien prendre? Moi, il y a deux mesures dont on me parle évidemment beaucoup. Il y a cette histoire des enfants scolarisés. Alors ça, effectivement, j'ai beaucoup de gens qui me disent, attendez, évidemment, je suis d'accord avec eux. J'ai eu aussi, c'est plus le cas maintenant, parce que tous les deux ont un métier. Ben, il y en a une qui est encore un peu à l'université, mais à la finalité professionnelle. Mais on a tous fait ça, c'est utile. Il y a l'autre, ce qui est la part des veuves. Ça, quelque chose que nos prédécesseurs avaient supprimé en 2010, en sifflé, on y arrive maintenant. Là, pour le coup, il ne se passe pas une semaine où on ne me dise pas, alors, quand est-ce que vous le faites? Donc, si un jour on devait prendre des mesures visibles, alors je préférerais la question des enfants scolarisés et des veuves, oui. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, sur les veuves, vous allez le faire, vous êtes partisan de revenir sur Moi, je serais partisan, mais... Dire ça, c'est une position facile. Oui, il faut trouver les moyens financiers de compenser ce qui a été économisé avec cette part. Et comme je suis membre de la commission des lois et pas membre de la commission des finances, j'ai une facilité de langage qui me permet de me contenter de cette réponse. Et Romain Mazneau, RCF. Comment est-ce qu'il faut comprendre le remaniement du comité consultatif d'éthique avec l'éviction des responsables religieux et la nomination de nombreuses personnalités de gauche proches du pouvoir? Est-ce que François Hollande se fait une assemblée à sa main pour faire passer les réformes de société sur la fin de vie, sur peut-être la PMA pour les couples de femmes? Toute comparaison n'est pas raison, mais vous savez, ceux qui pensent ça, c'est sans doute aussi ceux qui pensent que quand on fait des réformes électorales, on va en être les premiers bénéficiaires. On dit toujours, quand on fait un découpage électoral, c'est celui qui tient le ciseau qui bénéficie. Puis vous voyez, les résultats, c'est malheureusement pas le cas pour ceux qui espéraient. Sur le Comité national d'éthique, d'abord, soulignons quand même cette belle création française. Quand François Mitterrand l'a créée en 1983, on est le premier pays au monde à se doter d'une structure pareille, qui est destinée à éclairer. Je suis d'ailleurs, moi, très interrogatif sur la place que prend cette structure, qui est consultative, et dont j'ai vu... surpris, je dois le dire, le président de la République dire quand il y aura un avis, je m'y tiendrai. On a tous été surpris. Et donc voilà quelque chose que l'on met maintenant comme structure sur lequel il faut un avis conforme. Moi, je suis partisan que cette structure éclaire le débat public. Bon. Pourquoi elle prend trop de place, cette structure? Je trouve que c'est une manière pour le pouvoir politique, ou une tentation pour le pouvoir politique, de se défausser. Voilà, c'est quelqu'un d'autre qui prend la décision. Moi, je suis partisan que le Parlement, pour ce qui est de la maison dans laquelle j'ai l'honneur d'être, assume pleinement ses compétences. C'est à lui de décider. Je veux bien être éclairé par tout le monde, mais il arrive un moment où la responsabilité consiste à prendre les décisions. Sur la composition du Comité national d'éthique, il y a des personnalités religieuses qui n'ont pas été renouvelées, il y a d'autres qui sont rentrées, qui sont inspirées par les mêmes valeurs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'individu qui y vient apporte justement ce qui a fait qu'il est aujourd'hui estimé digne de siéger dans cette structure. Et au final, on sera bien incapable de définir qui a pesé sur quoi au moment de la décision. On prendra la décision pour ce qu'elle est. Corinne Laurent-Lacroix. Oui, le débat sur le mariage homosexuel n'est pas clos pour une partie de la droite qui réclame l'objection de conscience pour certains maires refusant de célébrer les mariages entre deux personnes de même sexe. Qu'en pensez-vous ? J'ai vu qu'effectivement, un membre de la commission des lois, Philippe Gosselin, député de la Manche, UMP, absolument, secrétaire de la commission des lois, nous l'avons élu hier, absolument, a déposé une proposition de loi là-dessus. Bon, il a le droit, c'est une proposition, on verra si le groupe UMP l'inscrit à l'ordre du jour, il en a la faculté, on verra si c'est un signe. Moi, je suis contre.
il y a une loi, la loi elle est applicable. S'il y a des possibilités réglementaires aujourd'hui, un maire ne veut pas célébrer tel ou tel acte administratif ou poser tel ou tel acte administratif, parce que le verbe est plus adapté, eh bien c'est un de ses adjoints qui le fait. J'ai même vu à Mayotte, cette semaine, où un maire qui est hostile au mariage pour tous, qui n'a pas trouvé de ses adjoints pour organiser le mariage, a assumé le fait de le faire, alors qu'il a des convictions qui sont... Je trouve que c'est extrêmement républicain. Mais François Hollande, dans un premier temps, avait évoqué la possibilité de cette clause de conscience. C'était une proposition où tu as une opinion qui ne recueillait pas l'assentiment de votre serviteur. Romain Masneau, RCF. On se souvient que pendant la campagne présidentielle, François Hollande avait promis d'inscrire la laïcité dans la Constitution, ce qui entraînerait beaucoup de changements, peut-être en Alsace-Moselle notamment. Finalement, ça fait partie des promesses définitivement enterrées. Non, ce n'est pas définitivement enterré, simplement on a cherché, il y a à l'intérieur de la commission des lois aussi un député qui est maire d'Argenteuil, Philippe Doucet, qui a travaillé sur cette question, comment en réalité concrétiser l'engagement du président. Vous y êtes favorable, vous? Non, moi je ne suis pas favorable à ça, vous dire, parce que je pense que la laïcité est déjà dans la Constitution. Puisque la France est une république laïque, sociale, démocratique. Et donc je ne vois pas bien, sauf la seule idée que nous avons trouvée pertinente qui puisse permettre de prospérer, c'est de faire comme avec la charte de l'environnement, c'est-à-dire créer une charte de la laïcité qui soit adossée à la Constitution. Mais je n'en vois pas la valeur ajoutée. À partir du moment où le terme est dans la Constitution, ça me paraît largement suffisant. Et aujourd'hui, en plus, une jurisprudence qui a été construite de la part du Conseil constitutionnel, mais aussi du Conseil d'État, qui fait qu'à mon avis, ces questions-là n'ont pas besoin d'éclaircissements supplémentaires. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, je ne sais pas comment ça se passe sur vos terres bretonnes, mais on parle beaucoup en ce moment des rythmes scolaires. Alors là aussi, c'est un dossier, on a du mal à suivre, parce que le gouvernement précédent avait réduit le nombre de jours, les enseignants avaient hurlé. Bon, là maintenant, le gouvernement décide de le rallonger, de revenir au rythme ancien. On aurait pu penser que ça soit simple à organiser. Et bien non, il y a une espèce d'usine à gaz qui a été créée, et ça se passe très mal. Comment vous expliquez ça? Jean-Jacques Hervoas. D'abord, je fais la part de ce qui relève de l'instrumentation politique à la veille des municipales. L'UMP aujourd'hui a pris ce sujet, elle en prendra demain un autre, elle utilise tout ce qui passe, c'est assez logique et ça n'a pas de grande importance. Ensuite, vous avez raison, un constat qui est quand même assez étonnant, que je vais même doubler. En 2008, on passe aux 4 jours, contestation globale et généralisée, on repasse aux 4 jours et demi, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plutôt un satisfecit. Qui plus est, tout le monde s'est à peu près accordé pour dire que la rentrée scolaire s'était quand même mieux passée que les années précédentes. Sans doute que les postes que nous avons créés y sont pour quelque chose. En tout cas, moi je l'ai constaté dans la circonscription. Et puis on a cela. Moi je crois d'abord qu'il y a un problème de calage. C'est quand même pas une petite réforme. Pour le coup, on est allé trop vite. La maire de la commune de Quimper a décidé d'y aller. Il y a des difficultés. Il y a même eu une manifestation avant-hier devant l'hôtel de ville. Je note d'ailleurs que ceux qui étaient devant l'hôtel de ville ne criaient pas « payons démission ». C'est pas national. Qu'est-ce qu'il disait, monsieur le maire de Quimper, des moyens. Et le maire de Quimper a d'ailleurs dit, nous allons regarder, il y a des embauches qui ont été faites. Il y a aussi des écoles où ça se passe bien. Pas d'imaginer que non plus la cabane a été renversée. Pas du tout. Il y a des choses qui fonctionnent. Mais il y a des problèmes de calage. Et c'est normal. 15 jours d'application sur quelque chose qui est un changement culturel, qu'on nous dise que les enfants sont fatigués, bon, pardon, d'accord, mais quand il y avait 4 jours d'école, ils étaient aussi fatigués. C'est pas ça, moi, ce qui est important, c'est est-ce que ces travaux périscolaires apportent quelque chose aux enfants? La vocation, c'est ça. Donc la réforme, elle est fédératrice. Et il faut donc maintenant qu'on arrive à s'arranger. D'ailleurs, ce que nous vivons, cette crispation du moment, est utile pour les mairies qui ont choisi de commencer en 2014. Oui. Donc ils ont plus le temps pour mieux se caler. Donc à toute chose, le malheur est bon. Corinne Laurent-Lacroix. Oui, je reviens sur le sujet précédent du mariage homosexuel et M. Gosselin souhaite aussi interdire dans sa proposition de loi la procréation médicalement assistée aux personnes de même sexe. Est-ce qu'il faut trancher ce débat à un moment donné? Parce qu'il y a beaucoup d'approximations. Et dans quel cadre? Voilà. Apparemment, ce n'est pas dans la loi famille, mais où est-ce que ça peut être? Jean-Jacques Hervoas. Ce n'est pas dans la loi famille, en tout cas pour le moment elle n'est pas écrite, le gouvernement ne l'a pas présentée, j'ai entendu le Premier ministre le dire. Est-ce qu'il faut du coup y rentrer par une proposition de loi PMA stricto sensu? Là aussi, je vois bien l'intérêt que Philippe Gosselin a essayé de rallumer un feu qui a un moment embrasé l'actualité. Donc, note d'ailleurs de manière assez pathétique que quelques carterons
de citoyens continuent à manifester quand les ministres se déplacent. Je trouve que c'est assez navrant au final. Ce sujet, d'ailleurs, personnellement, je n'ai pas de conviction sur la PMA. Oui, vous personnellement? Non, justement, je n'ai pas de conviction. Vous vous interrogez? Oui, je m'interroge, et qui ne le ferait pas? Parce que la loi n'est pas un slogan. La loi doit être l'aboutissement d'une démonstration. Et je n'ai pas été confronté à des personnes, je n'ai pas rencontré. Comme je suis chez vous, il m'arrive d'avoir des dialogues, notamment avec l'évêque de Rennes, qui a travaillé ces questions, et je trouve que c'est utile. Monseigneur Dornelas, voilà, qui a conduit une consultation bioéthique pour l'ensemble des évêques de France. Et on a eu un débat qui était extrêmement utile, serein, apaisé. Je n'ai pas de conviction. Je peux entendre les souffrances de ceux qui aimeraient bien avoir de la PMA. On a dans le débat sur la loi famille, on va avoir par exemple l'accès à l'origine. Quelqu'un qui est né de PMA, quelqu'un qui n'est pas né de PNA, sous X, c'est très compliqué. Donc, vous savez, Montesquieu dit toujours qu'il fallait légiférer d'une main tremblante sur ce sujet-là, encore plus que sur les autres. Et donc, moi, ça ne me dérange pas qu'on prenne du temps pour ça, parce que je vous ai dit 41 lois étudiées par la Commission des lois en un an, c'est 111 réunions, c'est à flux tendu. Il est des sujets sur lesquels je ne cherche pas le consensus. Je ne veux pas dire que le temps doit permettre d'aboutir à quelque chose qui soit un consensus, mais on ne peut pas se tromper sur ces questions. Je vois que ceux qui connaissent cette question ont une réflexion très profonde. Moi, j'entends des députés UMP, mais aussi socialistes. Je pense à Dominique Potier, par exemple, avec lesquels on a un échange là-dessus. Moi, là, aujourd'hui, je suis vraiment en phase de réflexion sur ces questions. En même temps, sur la question du mariage homosexuel, on a beaucoup reproché au gouvernement d'aller trop vite, très vite. Et pourtant, vous savez que le gouvernement, il voulait aller plus vite. Puisque c'est celui qui vous parle qui a demandé au mois de décembre de l'année dernière de bénéficier de plus de temps pour qu'Erwan Binet puisse organiser plus d'auditions. Il est arrivé effectivement à l'issue de la première lecture, constatant quand même que ça ne s'était fait sous une procédure qui était largement dilatée et que tout le monde avait pu s'exprimer, parfois même ad nauseam. Bon, qui n'était peut-être pas nécessairement de refaire à chaque fois une bataille d'Hernani avec les mêmes acteurs et le même texte. Et donc que la deuxième lecture ait été plus compressée était, à dire vrai, pas quelque chose qui avait engagé chez moi une réprobation. Bon. Mais je crois que dans la première phase, je pourrais le dire sur la loi de programmation militaire, qui n'est pas de mon domaine, mais je crois qu'il y a des sujets comme ça qui sont importants. Comment on défend le pays ? Qu'est-ce qu'on met comme moyen pour les services militaires, services de sécurité? Bon. Voilà, moi je ne suis pas le Parlement a besoin de temps, pas pour s'ennuyer, mais pour approfondir. Très bien, nous aussi à Face aux Chrétiens, nous avons besoin de temps, donc nous allons marquer une nouvelle pause dans cette édition. Restez avec nous, dans un court instant, nous retrouverons notre invité, le président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Urvoas. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour la dernière partie de Face aux Chrétiens. Notre invité est Jean-Jacques Urvoas, président socialiste de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Il est interrogé aujourd'hui par Corinne Laurent pour La Croix, Romain Mazenot pour RCF et Alain Baron pour Radio Notre-Dame. C'est Alain Baron qui ouvre le feu pour cette dernière partie de Face aux Chrétiens. Oui, monsieur Urvoas, votre camarade breton Jean-Yves Le Drian présente aujourd'hui... Ministre des Finances. De la Défense. Présente aujourd'hui... des informations de la Défense. De la Défense. Présente aujourd'hui les grandes lignes de la loi de programmation militaire. En un mot, c'est 23 500 suppressions d'emplois d'ici 2019. On sait que vous vous intéressez à ces problèmes-là. Il y a des inquiétudes dans l'armée. Il y a un manifeste qui vient de sortir des sentinelles de l'Agora, assez très critique, mais peut-on dire, sur ce programme. Comment vous voyez ça? Jean-Jacques Urvoas. D'abord, je crois qu'on est rentré dans un exercice qui est une loi de programmation militaire, et ce qui ferait notre honneur, c'est que nous arrivions à prendre l'engagement, et surtout que nous nous y tenions, que les crédits que nous allons annuellement mettre pour honorer la programmation militaire soient tenus. Ce qui n'a jamais été le cas. Toutes les précédentes lois de programmation militaire étaient avec de très belles... Non, justement, on n'y mettait pas les crédits. On avait de belles intentions, notamment en investissement, et puis les projets se décalaient. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il faut espérer, j'imagine que Patricia Adam, qui est députée du Finistère et qui préside la commission de la Défense, veillera au fait que cette loi soit votée avant le 31 décembre. Parce que si elle était votée l'année prochaine, on aurait déjà du décalage et donc on aurait du retard sur un certain nombre d'engagements. Donc là, pour le coup, il faut aller vite.
il faut aller vite. Écoutez, on est mi-octobre. Il faut le voter avant la fin décembre. C'est comme largement. C'est un sujet quand même discuté depuis le début de l'été. Hein. Bon, on est dans la phase d'urgence. Ça part d'ailleurs au Sénat en ce moment, et puis ça viendra à l'Assemblée ensuite. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste des questions de défense. Les seuls domaines que je maîtrise moins mal que les autres est celui du renseignement. Il y a 16 articles dans la loi de programmation militaire qui sont dédiés au renseignement, et je dois dire que le gouvernement a pris des choix qui me rassurent, parce que nous sommes aujourd'hui face à une menace qui est beaucoup plus diffuse qu'elle ne le fut, beaucoup plus individualisée qu'elle ne l'était, et donc nous avons besoin d'avoir des outils qui, comme disent les spécialistes dont je ne suis pas, soient de basse intensité. Et donc pour détecter ces menaces, eh bien, ça veut dire du renseignement qui soit extrêmement individualisé. Vous savez, j'ai travaillé un tout petit peu sur les services de renseignement. J'ai découvert la faiblesse de leurs moyens. On est persuadé, on vit dans le souvenir de 1984 et d'Orwell et de Big Brother, le sentiment que nous serions surveillés, fichés, géolocalisés. Nous ne sommes pas écoutés? Eh bien, pas assez. Pas assez? C'est bien ça le drame. C'est un député de gauche qui dit ça? Oui, pas assez. Oui. Pas assez, parce qu'aujourd'hui, il y a par exemple un domaine, c'est Internet, qui est pour l'essentiel un domaine qui est difficilement pénétrable pour les services de renseignement. Je donne par exemple Skype, qui est une structure tout à fait intéressante, que beaucoup utilisent, n'est pas au strict plan du droit français un fournisseur d'accès. Et donc on ne peut pas lui imposer les règles qu'on peut imposer à Orange ou à SFR. Bon. Et donc du coup, c'est extrêmement difficile pour les services de voir ce qui se dit sur Skype. Vous savez, quand nous avons travaillé cette question avec Patrice Vercher, qui est un député UMP du Rhône, on a auditionné, vous l'avez nécessairement rencontré, Marc Trévidic. Et Marc Trévidic nous dit, le juge d'instruction, juge antiterroriste. Il nous dit, dans 100% de mes affaires, j'ai Internet. Dans 70% de mes affaires, je n'ai que Internet. Et donc, sur le plan du droit, oui, nous sommes démunis aujourd'hui face à Internet. Donc, nous devons arriver à affiner nos outils. Ils existent. Ils n'ont pas de base légale, nous ne les utilisons donc pas, c'est dommage. Corinne Laurent-Lacroix. Oui, justement, je me demandais si en termes de moyens financiers, humains, techniques, la France était en capacité de se défendre de cyberattaques. Jean-Jacques Alors, Urvoas. nous montons en gamme. Le gouvernement précédent a créé une agence nationale sur la sécurité informatique, l'ANSSI. Nous avons aujourd'hui la DCRI, qui va devenir au 1er janvier la Direction générale à la sécurité intérieure, la DGSI, qui a aussi les cyberattaques. Nous avons déjà dans les services de police des personnels, dans la gendarmerie notamment, qui sont dédiés à ces outils-là. Mais comme l'outil, vous l'utilisez, je l'utilise, l'outil numérique, il faut évidemment que les protections soient plus fortes. Il y a un travail de conscientisation des usagers. Nous utilisons de manière incroyablement fragile nos outils. Donc il faut avoir une culture du renseignement, une Vous culture devriez avoir de un la téléphone protection. crypté, Jean-Jacques Urvoas? Non, d'ailleurs, je connais peu de ministres qui utilisent le leur. Trop peu. Le font. J'espère que, vu ce qu'ils me disent dans leur téléphone, non. Ils peuvent parfaitement utiliser les téléphones banals, mais j'imagine qu'ils peuvent avoir des conversations plus intéressantes que celles que j'ai avec eux. Et peut-être que oui, ça serait assez précis. Mais donc, est-ce que nous sommes équipés? Oui. Est-ce que nous avons les réflexes? Non. Est-ce que nous avons la détermination? Oui. C'est d'ailleurs le but là aussi de la loi de programmation militaire. Romain Mazenot, RCF. Vous avez parlé de l'Europe tout à l'heure pour dire que vous n'étiez pas très enthousiasmé par la manière dont elle se construit aujourd'hui. En Allemagne, Angela Merkel a remporté une grande victoire il y a 10 jours et les sociodémocrates vont sûrement être associés aux chrétiens démocrates au pouvoir. Est-ce que dans cette perspective, ça pourrait rapprocher François Hollande et Angela Merkel? Est-ce que ça peut déboucher sur des initiatives franco-allemandes fortes et concrètes? Et lesquelles souhaiteriez-vous? Les couples franco-allemands qui ont bien marché ont des couples dans lesquels l'un et l'autre appartenaient à des sensibilités qui n'étaient pas identiques. Oui, pour l'instant, ça ne marche pas très très fort. C'est la tension amicale entre Angela Merkel et c'est pour ça que nous sommes comme au début d'une période. Là, il y avait beaucoup de choses qui étaient un petit peu vitrifiées en attente du résultat de l'élection. Le résultat est sans bavure, net. Je ne sais pas si le SPD sera sûrement le partenaire de la CDU, mais j'espère que si cette coalition se construit, elle apportera un élément que je crois indispensable dans la perspective d'harmonisation à laquelle je suis attaché, qui est le salaire minimum.
Le SPD a fait campagne sur ce sujet en Allemagne. J'ai cru percevoir, mais je parle mal l'allemand, que Angela Merkel n'y était pas farouchement et de manière déterminée hostile. Si la coalition pouvait se traduire avec ce salaire minimum, alors il y aurait derrière, par ruissellement, beaucoup de choses qui seraient plus faciles, je pense, pardon de le faire, à l'agroalimentaire breton, qui est aujourd'hui confronté à des problèmes de décalage liés justement aux abattoirs allemands. Là, on n'est pas à l'extérieur de l'Europe, on est dans l'Allemagne, et sans doute que ce genre de rapprochement serait utile. Oui. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, il y a des sujets dont on parle assez peu, notamment les territoires français du bout du monde, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte. Vous y êtes allé récemment, je crois, dans les deux. Absolument. Et vous vous intéressez visiblement à ces territoires. On pourrait y consacrer une émission entière, Ça mériterait. Est-ce quel sentiment vous en avez retiré de vos visites? Alors, c'est difficile de vous donner un sentiment global. Je suis revenu admiratif de ce qui s'est fait en Nouvelle-Calédonie depuis 25 ans. Voilà quand même une société politique qui vit sur un principe qui n'est pas la majorité, mais le principe de la pluralité. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, c'est 11 personnes. Il y a nécessairement 6 que l'on dit loyalistes et 5 indépendantistes. Et ils travaillent, et plutôt bien, même s'il y a des grippes depuis quelque temps. Donc je suis revenu assez admiratif de ce qu'ils ont fait. C'est la raison pour laquelle il y aura la semaine prochaine une réunion annuelle qui s'appelle les signataires de l'accord de Nouméa, qui se réunissent sous la présidence de Jean-Marc Ayrault pour faire des pas nouveaux vers ce qui est prévu dans l'accord de Nouméa, c'est-à-dire en 2018, au maximum, un référendum sur l'accès à la pleine souveraineté. Je suis revenu plus inquiet de ce que j'ai vu à Mayotte, parce que la départementalisation était attendue, elle a été souhaitée par l'ensemble des forces politiques de l'Hexagone. Nous avons tous voté la départementalisation de Mayotte. Mayotte va devenir une région ultra-périphérique au 1er janvier 2014, donc il va y avoir des subventions européennes. Je trouve que l'État devrait avoir un regard extrêmement attentif, presque beaucoup plus présent. Le préfet là-bas, que j'ai rencontré évidemment comme beaucoup de personnalités que j'ai été voir, je voulais voir la lutte contre l'immigration clandestine et l'applicabilité de nos lois à Mayotte, notamment les lois sur la garde à vue. Eh bien, c'est tout simplement matériellement incroyablement difficile. Donc il faudrait que nous acceptions une fois pour toutes le principe, mais c'est un girondin au sens de l'organisation de l'État qui vous parle, le principe de différenciation. Il y a des réalités qui doivent s'imposer à nous. Alors revenons sur la métropole. Aujourd'hui, Jean-Jacques Urvoas, beaucoup pointent un certain désarroi idéologique de la gauche. Vous êtes socialiste, vous vous sentez en désarroi aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Non, nous nous sommes confrontés à un exercice difficile qu'est le pouvoir. J'ai été 5 ans... C'est plus dur que prévu? Non, ce n'est pas plus dur de prévu, parce que ça veut dire que nous aurions sous-estimé la réalité. Non, c'est que pour changer, c'est difficile. Pour bouger, il y a les habitudes. Vous savez, on a souvent face à vous une réponse qui est « on n'a jamais fait comme ça » ou alors « on a essayé, ça ne marche pas ». Et aussi donc, le du coup, corporatisme. Et comme je suis un Breton, d'abord il paraît qu'on est têtu, et puis surtout nous sommes habitués au phénomène de la marée. Vous savez, la mer tape, elle tape, et puis il y a l'érosion, et puis la mer finit par passer. Corinne Laurent, La Croix. On sent que le Parti socialiste a du mal à renouveler ses propositions, son logiciel de proposition. Est-ce que le parti joue aujourd'hui son rôle dans ce sens? On dit que c'est la cacophonie au sein du Parti socialiste. Non, moi je crois que le Parti socialiste, c'est d'abord un certain nombre de fédérations dans des départements. En ce moment, dans ma fédération, comme dans tous les départements, nous préparons les élections municipales. Il n'y a pas de cacophonie, je trouve que ça se passe de manière au contraire plutôt fluide. Il va falloir par exemple que nous expliquions aux électeurs qu'est-ce que c'est qu'une mairie de gauche. Parce que, alors, quelle est votre réponse? Il y a sur un nombre de domaines, il y a une manière d'être de gauche. Je ne suis pas certain que les sujets soient de droite ou de gauche, mais la façon de les régler peut être de droite ou de gauche en matière de transport public, en matière de délégation de services publics, en matière d'association des populations à la décision politique. Il y a une génération politique qui considère que le mandat est une espèce d'esprit saint et donc du coup nous sommes dotés de tous les pouvoirs. Je pense que ce temps-là est derrière nous. Il faut aujourd'hui expliquer. On appelle ça la démocratie participative. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Je sais qu'en tout cas il y a un effort continu de discussion, pas de pédagogie, parce qu'on a toujours l'impression que c'est nous exprimons mal et que les électeurs seraient stupides et ne comprendraient pas ce qu'on dit. Non, c'est à nous de faire des efforts pour associer. Alors, faire la concertation, ça ne veut pas dire se départir de son pouvoir. Moi, je vois beaucoup d'associations qui disent on n'a pas été entendu, au motif que la décision ne leur plaît pas. L'élu, il a une légitimité, elle est donnée par le suffrage. Elle a une fragilité, c'est que ce n'est pas ad vitam aeternam, ça s'arrête, donc on rend des comptes.
Moi, je fonctionne là-dessus. Une dernière question brève de Alain Baron pour une réponse brève. Oui, toujours au sein du PS, vous soutenez Manuel Valls, dont vous êtes proche. Est-ce qu'il y a une espèce de fatalité à ce que le ministre de l'Intérieur soit amené à jouer les premiers rôles comme ça s'est vu dans le passé? Jean-Jacques Urvoas. Écoutez, moi, je ne me plains pas que Manuel Valls ait la visibilité qui est la sienne aujourd'hui. Je suis très décontenancé quand je vois les procès en sorcellerie qui lui sont faits. Je trouve que c'est plutôt un atout pour la gauche, Manuel Valls, aujourd'hui. D'abord, il affirme une réalité, c'est que la sécurité est une préoccupation de ce gouvernement. Nous y mettons d'ailleurs les moyens. Après, Manuel Valls vit la politique comme un champ de bataille et le pouvoir comme un donjon qu'il faut prendre. Donc il peut lui arriver que ces mots soient, si je file la métaphore militaire, ciselés comme des arbalètes, et qu'il considère que toute opération, toute mission de télévision soit un feu grégeois. Donc voilà. Mais moi, je suis plutôt fier de Manuel... D'ailleurs, plutôt, je suis fier de Manuel Valls. Je crois d'ailleurs que je ne suis pas le seul, puisque je pense que ça sera un ministre qui va être très sollicité pour les élections. Et en général, quand on invite quelqu'un, c'est parce qu'on pense qu'il peut nous apporter quelque chose. Donc moi, je suis aux côtés de Manuel Valls parce qu'il incarne quelque chose que le ministre de l'Intérieur doit incarner. Il n'a pas tous les métiers, le ministre de l'Intérieur. Il est l'autorité dans ce gouvernement. Et donc, il l'assume de manière extrême. Jean-Jacques Urvoas, on a bien compris votre ode à Manuel Valls. Message reçu. Légitime. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président socialiste de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. La semaine prochaine, l'invité de Face aux chrétiens sera Valérie Pécresse, députée UMP des Yvelines et ancien ministre. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver notre émission sur les sites de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. À la semaine prochaine.